La fraude du nom légal serait une arnaque totale. Bonjour à tous, cette vidéo sera une réponse à une publication d'un dénommé Maître Z qui prétend donc que la fraude du nom légal serait une arnaque totale. Maître Z étant selon ses dires un ex-avocat repenti, très probablement pour les bonnes raisons. Avant tout, je déplore une chose, c'est que Maître Z tente d'enterrer un sujet qui pourtant est fondamental. Pourquoi ? Parce qu'à mon sens, la fraude du nom légal représente une porte d'entrée vers la compréhension et la prise de conscience de ces droits jusqu'à ce que les individus soient en mesure de savoir les énoncer et les revendiquer. En cette période difficile où nous peinons à parvenir à une union vers un objectif commun, c'est à mon sens se tirer une balle dans le pied que d'amener les choses de cette manière. Et il ne faut pas oublier que les solutions que prône Maître Z, c'est-à-dire le CNT, le Conseil national de transition, beaucoup d'individus ayant pris conscience de la fraude du nom légal rejoignent ces fameux CNT. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pris conscience de leurs droits et qu'ils ont besoin d'un outil juridique pour les revendiquer. Avant de me lancer et de tenter de rectifier ce qui me semble injuste ou incompris, j'aimerais préciser que j'ai, au-delà de ce petit dérapage, si je puis dire, de la considération pour Maître Z, de par son combat, ses prises de position, ses propositions autour du CNT, etc. En effet, nous sommes d'accord sur le fond de la problématique. Le pays, voire le monde, est entre de mauvaises mains. Tout est illégal, voire parfaitement illégitime. J'affirme donc que nous partageons le même combat. Et que plutôt que de se discréditer, nous devrions faire partie de la même équipe. Cher Maître Z, vous avez le droit de ne pas croire en la fraude du nom légal. Ceci dit, vous ne pouvez pas vous permettre de discréditer la chose de cette manière avec autant de véhémence, notamment lorsque la plupart d'entre nous parviennent à tirer leur épingle du jeu en appliquant des méthodes et des principes ayant démontré toute leur efficacité. Je vais donc reprendre la publication de Maître Z et y apporter quelques commentaires. Attention, la soi-disant fraude du nom légal est une arnaque totale pour vous manipuler. C'est un grave danger pour vous et pour la société française. Alors vous avez parfaitement le droit de le penser et dans une certaine mesure uniquement, je pourrais vous donner raison. Pourquoi ? La matrice, telle que je l'appelle aujourd'hui, sait très bien par quelle voie nous passons pour nous émanciper. Nous utilisons quelques méthodes tirées de la fraude du nom légal. Comme toute bonne opposition contrôlée évidemment, elle va créer, cette matrice, des initiatives qui nous proposent des choses complètement inconsidérées. Et c'est là où il faut bien bien considérer la chose, c'est que la fraude du nom légal peut être considérée, du moins ses méthodes, comme des armes très efficaces. Et comme toute arme très efficace, si on ne sait pas sur qui tirer, si on ne sait pas maîtriser ces armes, très probablement ça peut se retourner contre nous. Et c'est ce qui arrive à la plupart d'entre ceux qui, par appât du gain, par précipitation, par manque de connaissances, par manque de conscience, utilisent ces principes et ces méthodes sans savoir exactement les tenants et les aboutissants. De ce fait, est-ce que la fraude du nom légal est une arnaque pour nous manipuler ? Évidemment que non. Est-ce un grave danger pour vous et pour la société française ? Évidemment que non, non plus, encore que ça dépend ce que l'on fait avec. Nous avons un outil extrêmement puissant à disposition. Si on sait l'utiliser, tout ira bien. Si on l'utilise de manière inconsidérée, évidemment que ça va poser problème. Il n'y a pas de fraude du nom légal en droit français. C'est un mensonge pour vous faire renoncer à vos droits, pour vous auto-exclure de la société, et pour vous pousser à bout et susciter une révolution colorée. Danger. Alors, la fraude du nom légal ne concerne pas la France ou les pays des anglo-saxons forcément, ça concerne la quasi-intégralité des pays de la planète, déjà. C'est un mensonge pour vous faire renoncer à vos droits, mais absolument pas. Comme je l'ai dit, la fraude du nom légal est une
porte d'entrée vers la prise de conscience que l'être humain a des droits et qu'il peut, ou pas, les revendiquer. Alors certains, évidemment, font sécession avec une société avec laquelle ils ne sont pas en accord, c'est leur choix. Certains renoncent à une partie de leurs droits, mais ils ne renoncent pas forcément à leurs droits. Ils renoncent aux droits du citoyen. Et ça, c'est leur choix. Et il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire avec ces principes et ces méthodes. Et comme je le répète, la meilleure des postures aujourd'hui, stratégiquement parlant, c'est d'avoir un pied dans ce système et avoir un pied en dehors, voir ce qui s'y passe. Donc, est-ce que c'est pour nous exclure de la société? Pas forcément. Les gens ont le choix de s'exclure par eux-mêmes de cette société, en faisant sécession, comme je l'ai dit, ou alors d'œuvrer à l'intérieur, en connaissant, bien évidemment, leurs droits. Et est-ce que c'est pour nous pousser à bout et susciter une révolution colorée? Sincèrement, ça fait 30 ans, au moins, que l'on connaît les principes de la fraude du non légal. Ça fait 30 ans au moins que l'on remet en question la légitimité et la légalité de ce système. On n'a pas attendu le référendum de 2005 pour voir qu'il n'y avait pas de séparation des pouvoirs, qu'il n'y avait pas de légalité, etc. Donc non, ça ne va pas plus nous pousser à bout. Ceux qui arrivent à maîtriser la fraude du non légal ont déjà un gros bagage de compréhension de la société dans son ensemble. Vous dites, même si certains ont pu croire être parvenus à déstabiliser des gendarmes en racontant des histoires pseudo-juridiques à dormir debout, ils ont seulement gagné un peu de temps et se sont eux-mêmes exclus de la société et de leurs droits, notamment de leurs droits de propriété sur les biens qu'ils ont acquis à la sueur de leur front, comme leurs véhicules. Comme toute arme redoutable, son utilisation requiert une grande maîtrise et une grande responsabilité. Et c'est parce que la plupart agissent sans connaissance, souvent avec hâte, avec ego notamment, et par appât du gain aussi, qu'ils se sont mis dans de fâcheuses situations, et notamment face à des gendarmes. Quand on n'utilise pas les choses de la manière adéquate, notamment face à des agents qui n'ont pas conscience de tout ça, qui ont l'impression d'avoir une certaine forme de légitimité, de représenter l'autorité, ils utilisent leur force de persuasion, ils utilisent la coercition et ils nous mettent une grosse pression pour que l'on puisse craquer face à eux. Donc évidemment, certains qui sont allés trop vite se sont mis dans de fâcheuses situations parce qu'ils ne savaient pas précisément bien défendre leurs droits et bien les revendiquer. Il est temps de sortir de la transe et de se réveiller. Je vous le fais pas dire. Cours accéléré sur l'arnaque de la soi-disant fraude du non légal. Vous n'êtes pas régi par du droit maritime, c'est peut-être valable dans les pays du common law, c'est tout, mais pas en France, pays de droit écrit, et non pas de common law. Nous sommes régis par d'ancestrales lois maritimes. C'est codifié par ce que l'on appelle l'UCC, l'Uniform Commercial Code, en français le Code du commerce uniforme, qui porte d'ailleurs bien son nom parce que dans cette matrice commerciale, tout est commerce. Je reviendrai sur l'UCC un peu plus tard. Votre acte de naissance n'est pas un document de transport de droit maritime, dans le cadre d'une prétendue fiducie blablabla. Car aucun texte juridique ne dit que ce serait autre chose qu'un simple extrait du registre des naissances, et cela n'a rien à voir avec une fiducie ou du droit maritime. Le parent qui déclare une naissance à l'agent de l'état civil ne contracte pas, pour autant, un soi-disant contrat, soi-disant à son insu avec cet agent, par consentement tacite. Car en droit, tout contrat nécessite le consentement mutuel des parties sur un objet et sur une cause. À défaut de consentement mutuel, il n'y a pas de contrat, car c'est une cause de nullité du contrat. Alors, il y a pas mal de confusion là-dedans. Un document de transport du droit maritime dans le cadre d'une fiducie, blablabla. Ce que l'on prétend, c'est que, bien évidemment, l'acte de naissance est un contrat, mais c'est un contrat qui ne dit pas son nom. C'est une évidence. Ce contrat a la forme de ce que l'on appelle une fiducie, un contrat tripartite. C'est un transfert de droits, de propriété, de sûreté, etc. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails maintenant,
Mais évidemment que ce n'est pas marqué sur des documents juridiques, parce qu'à partir du moment où on essaye de frauder sur quelque chose, on ne va pas marquer clairement que l'on fraude. C'est comme si nous marquions au fer rouge notre numéro de sécurité sociale sur notre peau, pour, comme du bétail en fait. Mais du coup, ça se verrait, hein, le fait que l'on soit du bétail, ça se verrait. Mais le principe d'une fraude, c'est de noyer le poisson. Donc évidemment que ce n'est pas marqué, mais c'est sur des considérations. Il faut bien comprendre ce que c'est qu'une fiducie, etc. On pourra y revenir. Mais évidemment que ce contrat, qu'on n'a pas conscience de passer un contrat, il manquerait plus que ça, que l'on dise aux parents veuillez signer le contrat, ce contrat engendrera le fait que votre enfant sera un citoyen de la République, qu'il aura un numéro de sécurité sociale et on lui adossera une personne physique. Voilà. Évidemment que tout ça n'est pas explicite. Un contrat nécessite le consentement des parties. Mais évidemment. Et sinon, ça cause la nullité du contrat. Mais le principe, un des principes de la fraude du non légal, c'est justement de révoquer ces contrats, de rendre ces contrats nuls. Ça me paraît évident. Et ça ne l'est pas forcément. Parce qu'encore une fois, on cherche des preuves sur des documents juridiques. Mais si c'était marqué, encore une fois, ça se verrait. Et le principe, c'est que ça ne se voit pas. À ce sujet, puisqu'on ne demande pas le consentement, puisque ça n'a pas l'air d'avoir la forme d'un contrat, et pourtant ça a l'air d'en être un, n'oublions pas aussi qu'il y a ces fameux contrats unilatéraux qui n'engagent qu'une seule partie. Et bien souvent, c'est nous. La question à se poser finalement, à quel moment, nous, êtres vivants, nous avons été consultés, on nous a demandé notre avis sur le fait que nous voulions intégrer ce système, notamment la République française présidence, pour le coup. À quel moment on nous a posé la question si on voulait être citoyen et si on voulait être titulaire de droits et d'obligations? À aucun moment, on nous a posé cette question-là. Et ce que l'on pourrait appeler un contrat, finalement, c'est ce fameux contrat social. Le fameux contrat social qui nous implique, malgré nous, en tant que citoyens, dans une société dont on n'a pas forcément revendiqué ou donné notre consentement pour participer à tout ça. De plus, selon l'article 11.20 du Code civil, le silence ne vaut pas acceptation à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières. Or, aucun usage, aucune loi ne dit que le parent qui déclare une naissance consentirait prétendument à un soi-disant contrat. Et ce parent n'est pas en relation d'affaires avec l'état civil. Il n'y a donc pas de contrat formé lors d'une déclaration de naissance à l'état civil. Relax. Bon, ça, je viens de l'expliquer. Le silence ne vaut pas acceptation, et pourtant, qui ne dit mot, consent. Vous n'avez pas remis en question la légitimité de ce système de vous embrigader dans ce dernier. À ce moment-là, il y a quand même des questions à se poser. Votre nom, écrit en majuscule, n'est pas du latin, car aucune loi ne dispose que ce serait du latin, ou pas du français, même si ce n'est peut-être pas du bon français. Si l'agent d'état civil écrit votre nom en majuscule, il ne viole aucune loi, même une loi de l'an 2, référence à la loi du 6 fructidor de l'an 2. Aucune loi ne dispose que écrire en majuscule serait du latin, et donc pas du français. Et d'ailleurs, si c'était du latin, vous ne comprendriez pas en français ce qui est écrit en majuscule sur ce message. Bon, il semblerait qu'il y ait pas mal de confusion dans tout ça. Pour reprendre, déjà, ce n'est pas des majuscules. Les majuscules sont propres à notre alphabet latin, ce sont des belles lettres arrondies. Nous, on fait référence à l'écriture en tout capital, hein, le fameux capitis diminutio, et la fameuse typologie des sociétés, parce que l'on écrit les sociétés en tout capital. Ce qu'il manque finalement à cet argumentaire, c'est le légalet.
ce qu'on appelle le glossa, le fameux latin de cuisine. C'est du légalais, le langage juridique, qui prétend être du latin, mais qui est un langage symbolique basé sur la langue latine. C'est un langage trompeur qui utilise les mêmes lettres, les mêmes mots, le même alphabet, en tout capital. On pense lire du latin, or il n'en est rien parce que ça a une signification complètement différente. Et il suffit de se référer au fameux dictionnaire juridique tel que le Black Law Dictionary, le dictionnaire noir de la loi qui porte d'ailleurs très bien son nom, et qui annonce d'ailleurs aussi la couleur, on pourra voir effectivement que entre le langage latin compréhensif, le langage courant, et le langage juridique, il y a une grosse différence. Une inscription d'une administration française au Ciré ou au registre du commerce ou au Duns & Bradstreet n'en fait pas pour autant en droit une société commerciale. Les administrations françaises, même inscrites sur divers registres, ne sont donc pas pour autant des sociétés commerciales. Ces inscriptions n'ont qu'un but statistique et ne prouvent en rien la forme juridique de ces entités. Si c'était des sociétés commerciales, alors on devrait connaître la forme de société choisie, leur statut, leurs actionnaires, etc. Sinon, il suffirait d'inscrire votre nom sur une liste de pédocriminels pour faire de vous un pédocriminel. Là aussi, je noterai pas mal de confusion. On parle bien, quand on parle de société, de corporation étatique, donc d'organismes étatiques enregistrés en tant que corporation. Effectivement, elles ne sont pas inscrites au registre du commerce et des sociétés, pour autant elles appliquent le commerce international. J'y reviendrai. On pourrait se poser la question, pourquoi ces sociétés sont enregistrées au Duns & Bradstreet et notamment à la SEC, Securities and Exchange Commission. Je vous laisse le soin de vous renseigner sur ce que sont ces organismes, leur raison d'être. Et je vais retourner la chose en posant la question simple. De là à se dire que c'est qu'une question de statistique, je pense que c'est quand même assez naïf. La question, c'est pourquoi ces organismes sont enregistrés à l'étranger via des organismes étatiques, parce que la SEC, c'est un organisme étatique. Ce qu'il fait, qu'ils appliquent les principes du Code du commerce uniforme, l'UCC, et donc qu'ils sont, ces corporations, mais tous les pays du monde, sous une juridiction commerciale que l'on appelle la lex mercatoria. Toutes ces corporations doivent donc référer à leur législation. L'UCC, l'Uniform Commercial Code, donc la Bible du commerce international. Écoutez bien, l'UCC dépend de Unidroit. Unidroit appartient au Vatican, une des 3 couronnes, si ça peut vous donner des pistes de recherche. Écoutez bien ce qui suit. Le Code commercial uniforme UCC a été publié pour la première fois en 1952 afin d'harmoniser les lois du commerce et d'autres transactions commerciales au travers des USA, mais également pour décourager activement l'utilisation de formalismes légaux dans les contrats d'affaires afin de permettre aux affaires de progresser sans l'intervention de juristes ou la préparation de documents élaborés. Cependant, il est important de savoir que les nations et les États de ce monde sont devenus d'une certaine manière des corporations légalement enregistrées aux USA auprès de la Commission de la sécurité et des échanges, la Securities and Exchange Commission, la fameuse SEC. Ceci signifie que tous les articles de l'UCC sont légalement applicables à toutes les nations et leurs entités gouvernementales, et que tous les employés, les citoyens, de chaque nation sont également reconnus et traités comme des corporations légales, et enregistrés sous la forme de vaisseaux commerciaux dont la valeur peut être commercialisée et vendue comme bien meuble. Et Maître Z de conclure dans sa publication « La fraude du nom légal est juste une arnaque totale ». Lorsque l'on s'intéresse à cette thématique, on tombe dans le domaine de la loi, du droit, etc. Si on veut des précisions,
on veut se conforter dans son idée que tout ceci existe ou pas, qu'est-ce qu'on fait? On a été conditionné pour ça, on se réfère à l'autorité. L'autorité en termes de loi, de droit, c'est qui? Ce sont les spécialistes du droit. Ce sont les avocats, ce sont les juristes, ce sont les juges, ce sont aussi les docteurs en droit, etc. Ah, il ne faut pas oublier que les universités de droit sont les organismes de la matrice et que, évidemment, ce n'est pas forcément la loi au sens noble du terme, la loi naturelle que l'on apprend dans ces universités. On apprend le droit, on apprend la législation, on apprend le légalé, on apprend le droit de manière générale. On apprend les règles que le système a mis en place pour diverses raisons. Et donc, je rappelle que les spécialistes du droit sont très souvent les moins bien placés pour parler de la fraude du non légal parce qu'ils sont dans un dogme. Tout a été fait pour qu'ils ne puissent pas se rendre compte de certaines évidences. Et précisément là où on se sépare, et c'est quasiment l'entrée en matière, c'est sur cette notion de personne. J'en ai fait mention dans cette vidéo rapidement, c'est peut-être passé inaperçu, j'ai dit qu'à notre naissance était créée, au-delà du numéro de sécurité sociale, de notre statut de citoyen, était créée une personne physique. Cette personne physique, c'est une entité légale, c'est ce qu'on appelle l'homme de paille dans ce milieu, ou l'avatar de la matrice. Les spécialistes du droit pensent et sont convaincus que la personne, ce que l'on appelle personne, la personne physique, c'est l'être vivant, c'est l'humain. Or, il faut bien dissocier l'univers fictif de l'univers réel. Qu'est-ce que c'est? L'univers réel, c'est les êtres vivants, faits de chair et de sang, palpables, comme les arbres, comme tout ce qu'il y a dans la nature. Ça, c'est réel. Le fictif, c'est tout ce que l'humain a inventé, comme le droit positif, comme les sociétés, qui n'existent pas en tant que telles, ce sont des raisons sociales, comme les pays. Les pays, ce sont une manière de délimiter des territoires, comme les frontières, qui sont des murs imaginaires, comme des contrats, qui sont des accords entre nous, comme les lois, comme le droit, qui sont finalement des règles entre êtres vivants. Tout ça, c'est fictif, ça n'existe pas. C'est une surcouche fictive qui a été implémentée à notre société réelle pour que l'on puisse s'organiser. Alors, je ne remets pas en question la nécessité d'avoir un cadre sociétal, évidemment. Je remets en question la tromperie. La tromperie qui, précisément par rapport à cette personne, consiste à nous confondre en tant qu'être vivant avec cette fameuse personne fictive, de sorte que nous pensions être cette personne fictive, alors que non, nous sommes un être vivant et nous ne sommes pas régis par le droit positif, parce que le droit positif ne concerne que les personnes. Et c'est une certaine forme de logique de saisir que pour interagir dans un univers fictif, il nous faut notre entité légale. Sans entité légale, on ne peut pas interagir avec des corporations qui sont elles-mêmes fictives. Le vivant interagit avec le vivant, le fictif agit avec le fictif. Bien entendu, c'est une notion qui n'est pas simple à assimiler dans la mesure où même les dictionnaires ont été travestis, et lorsqu'on cherche la définition de personne, on tombe sur le fait que ce soit toutes sortes d'individus, voire des êtres humains. Et là est l'erreur. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses à dire sur la fraude du non légal. C'est pas quelque chose qui s'appréhende très facilement. C'est, pour ma part, de nombreuses années de recherche. Ce sont des pièces du puzzle qui ont été glanées ici et là et qui ont été rassemblées. C'est pas quelque chose d'évident à premier abord. Et donc, il faut s'armer de patience et de courage pour aller fouiller dans cette thématique assez complexe au demeurant. Mais les choses ne sont pas clairement écrites, évidemment. Sinon, on verrait l'anguille. Alors bien évidemment, cette présente vidéo n'a pas vocation à être une démonstration, ni un cours, voire un cours accéléré sur la soi-disant arnaque de la fraude du non légal. Non, cette présente vidéo a pour vocation à vous partager quelques idées qui me semblent logiques et surtout à éveiller votre curiosité pour que vous puissiez vous-même aller vous convaincre du fondement de ce que dit Maître Z ou de ce que dit Voynich du coup,
Voilà, ce ne sont que de simples partages pour vous ouvrir à d'autres possibilités. Parce que j'ai l'impression que nous sommes bloqués dans un cadre. Et pour conclure, je dirais que l'être humain a besoin d'un cadre. Nous avons été conditionnés pour évoluer dans un cadre. Et le fait de potentiellement sortir d'un cadre génère beaucoup de peur. Et c'est un petit peu pareil avec les spécialistes du droit qui, à mon sens, restent bloqués dans le cadre légal. Le cadre légal, c'est quoi? C'est des règles de société écrites par les hommes. Ce fameux cadre légal, c'est les règles de la société, c'est les règles de la matrice. Comme s'il n'y avait absolument rien derrière ce cadre. Il n'y a que ça. Or, la matrice nous a suffisamment conditionnés pour penser que si nous sortons du cadre légal, nous sommes forcément considérés comme illégaux. Si je ne suis pas légal, je suis illégal. Qu'est-ce que ça sous-entend d'être illégal? Ça sous-entend d'être un fraudeur, un voleur, un criminel, voire un mangeur d'enfants. Alors que sortir du cadre légal devrait être une possibilité toute simple, dans la mesure où si nous sortons d'un cadre défini par un système, à ce moment-là, nous pourrions sortir du cadre pour recréer le nôtre, que l'on pourrait considérer comme un cadre légitime. J'espère de par cette vidéo avoir apporté un petit peu d'éclaircissement et avoir rééquilibré les choses par rapport aux considérations qu'on peut avoir sur ce que je considère être la plus grande fraude de l'histoire moderne. Comme il est de coutume de le dire, et à juste titre pour le coup, likez, partagez, parce qu'il faut que le monde entier soit au courant de cette gigantesque fraude généralisée. Il en va du sort de l'humanité parce que nous avons été factuellement mis en esclavage. Je suis conscient de ne pas pouvoir répondre à tout le monde, à tous les commentaires, à toutes les sollicitations sur mes divers réseaux. Néanmoins, sachez que si jamais vous avez des questions par rapport à tout ça, vous pouvez me retrouver tous les mercredis soirs dès 21h30 sur mes diverses réseaux. Alors je privilégie évidemment le réseau Telegram, mais je suis aussi en live sur Instagram, TikTok et pourquoi pas prochainement YouTube. Donc d'ici là, portez-vous bien et comme dirait l'autre, restez branchés.